Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tenter de répondre à une question: a-t-on surestimé l'armée russe? Après quasiment 2 mois de guerre, maintenant on peut commencer à avoir un petit peu de recul sur la situation et on va tenter de se concentrer sur la question de la défense aérienne. La défense aérienne russe évidemment, mais également la capacité des Russes à bombarder sur le territoire ukrainien et à détruire la défense aérienne ukrainienne. Mais avant de commencer, je vous rappelle que ces vidéos qui sont relatives à l'Ukraine sont sponsorisées et que l'argent récolté est reversé à des œuvres humanitaires. Et aujourd'hui, notre sponsor, c'est NordPass. Le principe est simple. Si vous utilisez par exemple votre compte des médias sociaux, par exemple Facebook, pour vous connecter à d'autres sites, il y a un risque important car le piratage de votre compte donne alors accès à tous les autres sites connectés. Il y a déjà eu des vols d'identité qui ont permis à des malfaiteurs de contracter des emprunts au nom de l'utilisateur qui a été volé. Il y a également l'utilisation de la carte bleue enregistrée et je parle même pas de la question des données personnelles. Et c'est là que NordPass est utile puisqu'il permet vraiment de sécuriser votre présence en ligne. Il s'agit d'un véritable gestionnaire de mots de passe. Il est essentiel à votre sécurité, d'autant plus que les mots de passe les plus courants restent 1, 2, 3, 4, 5, 6 et AZERTY. C'est la même équipe d'experts en cybersécurité qui a créé NordVPN, qui a créé cet outil ultra simple à utiliser, qui compte déjà plus de 14 millions d'utilisateurs dans le monde. NordPass, c'est vraiment votre coffre-fort numérique. Il permet de générer des mots de passe uniques pour chaque site. Il permet aussi de les sauvegarder, ainsi que les codes Wi-Fi ou même les références de vos cartes bancaires. Ça permet de pré-remplir les demandes de connexion sur tous les sites, donc on gagne évidemment beaucoup de temps, avec une sécurité optimale, d'autant plus que les données sont alors accessibles depuis tous vos moyens de vous connecter, donc si vous passez d'un ordinateur portable à votre téléphone, c'est déjà enregistré, y compris pour se connecter au Wi-Fi dans des zones dans lesquelles vous n'avez été qu'une seule fois. Donc c'est vraiment utile et il faut vraiment en profiter parce que vous avez une réduction de plus de 50% sur l'offre premium de 2 ans, avec en plus un mois d'essai gratuit en vous rendant sur nordpass.com/titelman et tous les liens sont en description de cette vidéo. On retourne à l'Ukraine et on commence par la défense aérienne russe qui a, ou plutôt qui avait, une excellente réputation avant la guerre. Au sol, le système le plus élaboré du monde est le S-400 russe, qui est en fait un ensemble de systèmes solaires les plus avancés et les plus complets du monde, qui est fourni par Almaz-Antey. Il est en fait une mise à niveau du système S-300 et il est en service depuis 2007. Il se compose de plusieurs modules qui disposent chacun de radars multifonctions, de systèmes autonomes de détection et de ciblage, d'un centre de commande et de contrôle, et évidemment des lanceurs qui sont équipés de missiles antiaériens. Au total, il y a 4 types de missiles différents pour engager des avions, des missiles de croisière, des missiles balistiques, avec des portées qui peuvent être respectivement de 40, 120, 250 et jusqu'à 400 km de distance. Donc les capteurs sont évidemment très aboutis, ils doivent permettre de compenser pour partie la furtivité des appareils américains, comme le chasseur de supériorité aérienne le F-22, le bombardier stratégique le B-2A, ou évidemment le F-35 qui est beaucoup plus fréquent aujourd'hui. Le S-400 il équipe 57 bataillons russes, dont certains qui sont positionnés autour de l'Ukraine, notamment à Rostov-sur-Don, également à Novorossiysk, à Féodosia et Sébastopol pour la Crimée. On en a vu 2 qui étaient déployés également en Biélorussie. Il y en a certainement d'autres qui ont accompagné les troupes directement sur le terrain. La Russie, avec tout cet équipement déployé, ne revendique que 2 appareils abattus avec son S-400, un Sukhoi 27 qui a été abattu au-dessus de Kiev le 25 février, ainsi qu'un hélicoptère Mi-8 près de Tcherniv, ce qui est un bilan relativement faible. D'autant que l'Ukraine a réussi plusieurs attaques avec de simples missiles Tochka-U, ce sont des missiles balistiques qui datent des années 70, qui montent entre 6 et 26 km d'altitude, donc c'est vraiment les missiles balistiques de base. La première attaque a été un succès, c'est sur l'aéroport de Milerovo, qui a détruit 2 Sukhoi 30 au sol. La deuxième attaque était sur l'aéroport de Taganrog, avec la perte d'un avion de transport Ilyushin 76, alors qu'on se trouve quand même à moins de 60 km du S-400 qui doit se trouver à Rostov-sur-Don. Il y a également le port de Berdyansk, dans lequel il y a eu la destruction d'un navire de transport Alligator, alors qu'on est encore une fois sous la couverture de la mer d'Azov. Et il y a également l'incroyable assaut de 2 Mi-24 ukrainiens qui se sont payés le luxe d'aller sur le territoire russe à Belgorod pour détruire notamment un dépôt de carburant, alors que c'est une ville qui est absolument centrale pour l'invasion du Donbass. Et dernièrement, on ne peut pas oublier évidemment la perte du Moskva, qui est pourtant équipé du S-300F et qui est même le système de défense aérienne de protection de toute la flotte de la mer Noire. Donc la perte du Moskva veut dire que la flotte de la mer Noire n'a plus de moyens de défense aérien. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan est plus que mitigé. Le système n'est pas à la hauteur de sa réputation. Il y a apparemment même des manques de coordination entre les systèmes, parce que normalement il y a une complémentarité
entre les équipements, par exemple les avions radars qui auraient pu et qui auraient dû détecter ces hélicoptères, même s'ils étaient en très basse altitude. Or, ces avions, on en voit quand même très peu en vol, il y en a très peu quand même en Russie à la base, mais on se doute qu'ils ne font pas une permanence opérationnelle en l'air, ce qui permet aux Ukrainiens aussi de choisir le meilleur moment pour sortir et faire ces assauts, en volant en très basse altitude, sous les cônes des radars du S-300 et des S-400, avec la possibilité également de se cacher dans le relief. Sur la mer Noire, normalement, il y a le support également des avions de guet aériens pour voir s'il y a des missiles de croisière qui vont arriver, avec en plus le soutien des Sukhoi 30. Or, les Sukhoi 30, ils sont utilisés également pour le bombardement au sol. C'est pour ça aussi que la Russie en a perdu en Ukraine. Donc les moyens de base ne sont pas suffisants en nombre et ils ont été en partie détournés. Donc, outre les ratés du S-400, on aura probablement ce retour d'expérience qui sera l'isolement des différents moyens et leur nombre insuffisant pour assurer une permanence opérationnelle. Donc tous ces appareils pris individuellement sont extraordinairement puissants, mais une défense aérienne doit s'intégrer dans un ensemble avec chaque système qui ne peut pas être autonome et tout doit fonctionner en réseau, et c'est ce qu'on appelle un système de défense aérienne et antimissile intégré, c'est l'acronyme IAMD. Donc là, a priori, on n'a pas un bon point pour la Russie. On reste dans la défense aérienne, mais cette fois sur le sol ukrainien, avec l'incapacité à venir à bout de l'aviation ukrainienne, mais on va plutôt se focaliser particulièrement sur le TB2, le drone Bayraktar TB2, car la Russie avait beaucoup communiqué sur sa capacité à venir à bout de ces drones. Pour rappel, le TB2, c'est un drone turc qui est relativement modeste, qui fait 700 kg de masse maximale au décollage, il emporte un petit peu moins de 100 kg d'armement, il peut voler pendant 26 heures à 130 km/h, et il avait été utilisé contre l'Arménie sur le plateau du Haut-Karabakh avec 88 tanks détruits, également en Libye et en Syrie avec plus de 10 Pantsir. D'ailleurs, c'est là qu'il avait gagné son surnom de tueur de Pantsir, et ce qui est évidemment compliqué d'un point de vue communication pour la Russie, puisque le Pantsir est un des systèmes de défense aérienne de basse altitude, avec une portée inférieure à 30 km, qui devait détruire tous ces drones-là. Donc c'est aussi pour ça, certainement, que la Russie avait beaucoup communiqué sur son site Aviapro, qui est un site d'aviation russe, sur le fait qu'ils avaient déployé notamment le système de guerre électronique Krasuka 4 en Arménie, et le système doit être capable de brouiller les signaux radars et les systèmes de contrôle des drones sur une portée de plus de 300 km, et ils avaient annoncé qu'ils avaient quand même détruit 9 TB2 qui appartenaient à l'Azerbaïdjan, sauf que l'Azerbaïdjan continuait à présenter des images de succès de ces drones, donc on ne savait pas exactement qui disait vrai entre la Russie et l'Azerbaïdjan. La Russie avait également vanté les mérites du Krasuka sur le théâtre syrien, qui était qualifié d'environnement de guerre électronique le plus agressif du monde, avec cette fois-là une combinaison de la défense aérienne de théâtre modernisée qui repose sur deux systèmes. Le Tor M2, qui est un système antiaérien qui compte 16 missiles d'une portée de maximum de 16 km, dont la dernière version date de 2018, donc vraiment très moderne, et la nouvelle version du Pantsir, baptisée S1M, qui a été dévoilée seulement en février 2019. Donc d'après la Russie, la combinaison du Krasuka avec ce système de défense aérien modernisé aurait permis de détruire 80% des cibles engagées, notamment autour de la base aérienne de l'attaquer, et donc logiquement les TB2 auraient dû tomber en grand nombre. Encore plus récemment, en février 2021, on a vu à Idlib en Syrie les munitions rôdeuses fournies par Zala, le Lancet 3, qui doit normalement pouvoir patrouiller pendant une dizaine d'heures, et même dans sa vidéo de présentation, il est en train de détruire un TB2, donc il est vraiment dédié à cette fonction principale, et tout ça, à peu près tout le monde était sûr que entre le Krasuka 4, les systèmes de défense aérienne améliorés, et ces munitions rôdeuses, il y avait toutes les couches et tous les moyens nécessaires pour détruire les quelques dizaines de TB2 que possédait l'Ukraine. A priori, ils en avaient moins d'une trentaine avant la guerre. Sauf que dans la pratique, le TB2, ils mettent réellement en difficulté toute l'armée russe. On a au moins une dizaine de systèmes de défense aérienne qui ont été détruits par les TB2, dont des Tor M1, des Tor M2, des Pantsir et des Buk, mais aussi de l'artillerie avec au moins 5 Howitzer de 152 mm, des MLRS, des véhicules de commandement, des dizaines de camions et également des trains qui permettent l'approvisionnement en carburant. Et ça nous dit simplement que cette combinaison de la guerre électronique et de la défense aérienne modernisée, même malgré les rétextes qu'ils avaient par le passé, n'ont pas donné les résultats escomptés. Avec en plus quelque chose qui est très grave maintenant pour la Russie, c'est que le système Krasuka 4 a été récupéré par les Ukrainiens après avoir été abandonné à côté de Kiev, que des systèmes Buk et Tor M2 en état fonctionné ont été également récupérés, et donc certainement qui sont en train d'être dépiotés
par les Occidentaux, ce qui va encore réduire l'efficacité de la défense aérienne russe, d'autant que du côté des drones, il y a plusieurs cubes qui n'ont pas explosé et qui ont été retrouvés au sol. La munition est souvent défaillante. Et c'est cette nouvelle démonstration de réussite de la part du TB2 en Ukraine, face à l'armée russe modernisée avec tous ses moyens, qui montre aussi aujourd'hui, enfin qui explique en tout cas que le TB2 se vende très très bien et il continue à se vendre de mieux en mieux, donc c'est un grand succès également industriel pour la Turquie. On passe à la maîtrise du ciel ukrainien, avec notamment la destruction des systèmes de défense lourds, c'est ce qu'on appelle le SEAD. Et là, je vais citer Vladimir Poutine, qui a dit dans un discours à Saint-Pétersbourg en 2021, « Nous sommes capables de détecter n'importe quelle cible ennemie sous l'eau, à la surface ou dans les airs, et de lui porter un coup létal. » Or, dans cette guerre et dans toutes les guerres, normalement, le SEAD, c'est la première mission. C'est ce qui permet d'avoir le libre champ à l'armée de l'air. Or, la Russie, elle est censée avoir plus de 2000 aéronefs militaires disponibles contre moins de 200 opérationnels pour l'Ukraine. Notamment, elle devait avoir des Sukhoi 30, des Sukhoi 35, des appareils de génération 4.5 qui peuvent emporter des missiles de croisière comme le Kh-31, qui est spécialement conçu pour détruire les systèmes de défense aérienne solaire en remontant jusqu'à la source d'une émission radar. Il a une portée de plus de 110 km. Et donc, quand le porte-parole du ministère de la Défense russe assure qu'il y a une totale supériorité aérienne dès le 5e jour de la guerre, quand il ajoute le 9 mars qu'ils ont détruit la quasi-totalité des systèmes de défense aérienne ukrainiennes, c'est-à-dire tous les systèmes S-300 et systèmes Buk, et que 90% des aérodromes militaires sont hors d'état, évidemment, on a tendance à le croire. Or, on voit toujours aujourd'hui des avions ukrainiens en service, notamment des MiG-29 et encore un Sukhoi 25 ukrainien qui a été abattu le 17 avril. Le 28 mars, on a également un représentant du département de la défense des États-Unis qui estime que la majorité des systèmes de défense aérienne ukrainiens sont toujours opérationnels, et ça c'est probablement permis par le renseignement qui est partagé par les Américains. Un système de défense aérienne, il a besoin d'utiliser son radar pour pouvoir tirer. Or, si vous avez, par exemple, les Américains qui seraient là et qui pourraient dire « Attention, il y a des missiles qui arrivent, attention, il y a des avions de chasse qui arrivent », ça permet aux Ukrainiens d'allumer leur radar au dernier moment, 2-3 minutes avant l'arrivée de la cible. Ils interceptent la cible, ils tirent dessus, ce qui permet d'expliquer qu'il y a encore aujourd'hui un système de défense aérienne lourd, avancé, qui continue à être opérationnel. Par exemple, le 5 avril, la défense aérienne ukrainienne a encore abattu 8 missiles de croisière russes qui ont été tirés depuis la Biélorussie. Et mi-avril, on a toujours des avions de chasse russes qui continuent à tomber. Sans compter, les Ukrainiens arrivent à capturer des systèmes antiaériens russes encore opérationnels, dont des Tor M2, et ils reçoivent même maintenant du S-300 à nouveau. Donc cette capacité, le SEAD russe, n'a pas été un succès au début, c'est un vrai échec, mais en plus, ça va continuer à se renforcer. C'est pour ça qu'on a toujours autant d'aéronefs russes qui se font détruire, avec évidemment en apothéose le fait que le Sukhoi 35, l'avion le plus élaboré à disposition de la Russie, ait été abattu le 3 avril. On finit avec toutes les questions autour du bombardement. Vous savez que le bombardement d'une cible, d'un pays, peut être réalisé à partir des missiles balistiques, soit à partir de missiles de croisière qui sont tirés en vol ou depuis le sol, ou après simplement évidemment en larguant des bombes. Pour les bombes, c'est peut-être, de mon point de vue en tout cas, le plus gros défaut russe, et je l'évoquais déjà dans une vidéo avant cette guerre, parce que c'était un retour d'expérience de la guerre en Syrie, il manquait de munitions de précision, ce qui veut dire que logiquement, ils ne peuvent pas voler en très haute altitude. Quand on a des munitions de précision, on peut voler super haut, ce qui nous met hors de portée des missiles qui sont tirés depuis l'épaule, et de la plupart des systèmes de défense aérienne, on a le temps de les voir venir, et donc de s'en prémunir. Par exemple, la France, quand elle se trouvait en Libye, elle utilisait notamment des bombes en béton. Ça veut dire que c'est des bombes simplement par leur poids, elles font quelques centaines de kilos, ça va être capable de détruire des chars, y compris en ville, sans faire la moindre victime collatérale. Mais comme il n'y a pas de munitions de précision en nombre suffisant, les Russes sont obligés de voler très très bas, parce que, évidemment, si on largue des bombes de très haut et qu'elles n'ont pas de guidage, elles vont tomber plus ou moins n'importe où. Et en plus, il faut utiliser des bombes qui sont beaucoup plus puissantes en termes d'explosifs, et c'est pour ça que vous avez des Tupolev 22 qui balancent des Fab 5000, des bombes qui contiennent 5 tonnes d'explosifs, en volant en très basse altitude, mais encore une fois, comme ils volent bas, ils se mettent à portée de manpads, et donc même si le SEAD qu'on vient d'aborder avait été un succès, eh bien on aurait continué à voir des chasseurs russes se faire abattre quasiment toutes les semaines, puisqu'encore une fois, vu qu'ils volent bas, ils se mettent à portée des manpads. Du côté des missiles de croisière, il y a plus de 1100 missiles qui ont été tirés dans le premier mois de la guerre, avec plusieurs types qui ont été considérés. D'abord, il y a les missiles balistiques sol-sol, comme le Iskander. Il y en a une centaine qui auraient été tirés le premier jour de la guerre,
Il a une portée de 500 km avec une précision terminale de inférieure à 30 mètres, mais on voit qu'il y a beaucoup de missiles qui se retrouvent au sol, qui sont non explosés, qui sont détruits en vol, qui ont été interceptés. Certains ont leur système de navigation qui n'ont pas fonctionné et donc ils n'ont pas tapé la bonne cible. Néanmoins, l'Iskander, c'est quand même une grosse amélioration par rapport aux missiles qu'il remplace, notamment le Tochka-U, qui est utilisé par les deux camps, puisque la dernière version, la plus moderne du Tochka-U, elle a une précision qui est seulement de 30 mètres, alors que c'était plutôt 150 mètres pour les premières générations, qui sont utilisées encore par l'Ukraine, dans les années 70. Donc on a, à côté de ces missiles balistiques, qui logiquement devraient être interceptables par une majorité des défenses aériennes, il y a des missiles de croisière, notamment le Calibre, on l'a vu énormément voler, ou alors même ceux qui sont tirés par la flotte de la mer Noire, comme le Onyx, qui est un missile anti-navire qui est détourné de son usage principal pour viser des cibles au sol. À côté de tous ces missiles de croisière, on a également l'aviation qui n'est pas en reste, puisqu'elle a des missiles de croisière en grand nombre, notamment le KH-29, le KH-555 et le plus moderne, le KH-101, qui logiquement ont une portée très très élevée, des missiles de croisière furtifs qui volent souvent en très basse altitude et pas forcément très vite. Il y a énormément de sorties avec beaucoup de missiles qui touchent au but, mais aussi beaucoup de tirs qui sont interceptés et d'autres qui ne touchent pas leur cible. Par exemple, ici, on a un KH-29 qui est tombé dans les champs. Ici, très récemment, sur le Viv, ça a visé cette voie ferrée et c'est tombé juste à côté sur une maison. Ici, on voit également les bombardements sur des aéroports et on voit par ces images satellites que la majorité des missiles n'ont simplement pas touché la piste, ils sont tombés juste à côté. Donc, il y a réellement énormément d'exemples dans ce domaine-là, à tel point que les estimations américaines montrent que le taux de défaillance atteint jusqu'à 60% des missiles dans certains cas, ce qui est absolument gigantesque, puisque logiquement vous devez en utiliser beaucoup plus, faire beaucoup plus de missions, sans avoir même la certitude que la cible va être réellement détruite. On termine avec l'arme absolue, le missile Kinjal, qui est la vraie nouveauté de cette guerre, puisque c'est la première utilisation opérationnelle d'une arme hypersonique, et la Russie revendique 2 tirs de ce missile. Le 18 mars, elle a tiré contre un dépôt de munitions qui se trouvait dans l'ouest du pays, et le 20 mars, elle a tiré depuis la Crimée vers un simple dépôt de carburant qui se trouve à côté de Mykolaiv. Donc, a priori, les missiles ont tous les deux réussi à taper leur objectif avec succès, ce qui montre encore une fois la capacité des Russes à avoir des systèmes très élaborés, très avancés, qui marchent bien. Et là, c'est pas réellement un signal contre l'Ukraine, c'est plutôt un signal contre l'OTAN, en disant très clairement, dans une confrontation américaine-russe, les missiles Kinzhal sont capables d'interdire l'accès à la mer Noire à tout navire qui pourrait y rentrer. Et a priori, ces missiles-là, ils fonctionnent bien. Et de la même manière, ce serait également une preuve de la capacité à pouvoir atteindre n'importe quelle cible, malgré la protection aérienne de dernière génération qui pourrait être fournie, par exemple, pour les États-Unis. Par contre, autant c'est un succès d'un point de vue preuve de capacité technologique, par contre l'effet militaire est considéré comme équivalent à celui d'un missile classique qui est beaucoup moins cher. Donc l'efficience du Kinzhal est très faible et son adaptation au théâtre ukrainien aujourd'hui elle est quasiment nulle puisqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des missiles aussi avancés et aussi chers, il pourrait utiliser des missiles classiques pour atteindre ces mêmes objectifs. Donc il est très probable, à la vue de tout ça, que les armes stratégiques ont été évoquées et annoncées par Poutine à grand renfort de communication, il est très probable qu'elles marchent aujourd'hui très bien, notamment évidemment le nucléaire stratégique, mais globalement, on peut considérer qu'il y a de vraies lacunes sur les équipements qui sont normalement considérés comme élémentaires. On voit les conséquences de ce manque de munitions de précision, on voit les défaillances des missiles dont les stocks sont accessoirement devenus très faibles, il a des échecs graves et répétés des systèmes de défense aérienne, et le succès du Kinjal n'est pas de nature à compenser l'ensemble de ces manquements. Donc globalement, dans ces domaines en tout cas, la Russie n'est pas à la hauteur de ce à quoi on pouvait s'attendre, ou en tout cas de ce qu'on pensait d'elle avant cette guerre. Les standards occidentaux, en tout cas, ont un niveau d'exigence qui est plus élevé en capacité, en nombre d'avions qu'on peut se permettre de perdre, et en nombre de cibles qu'on arrive à toucher avec un certain nombre de missions et de missiles. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo de ce type, on analysera davantage la dimension de la qualité des hélicoptères engagés, la qualité des avions engagés, et également peut-être expliquer le sous-emploi des drones par la Russie, en comparaison notamment avec ce qu'on voit du côté ukrainien, avec cette techno-guérilla et l'engagement des drones TB2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci également à Héloïse Fardeau, le Meilitour, qui a préparé ce sujet et qui est en train de réaliser le montage. Merci également au sponsor NordPass, qui protégera votre activité en ligne et pour lequel vous trouverez tous les liens en commentaire de cette vidéo. Je vous conseille au moins d'essayer la version gratuite, vous verrez, c'est vraiment très bien fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, avec la prochaine qui sera une revue de presse Air et Cosmos, avec également de l'activité civile. À bientôt.